il y a beaucoup de femmes que je rencontre qui disent rien n'arrive par hasard. Moi, je considère que je suis une chanceuse dans ma vie. Après, c'est vrai, quand tu vois toutes les tuiles que je me prends en pleine figure. La dernière fois, c'était marrant parce qu'on faisait un petit point avec des gens de mon équipe. Je dis oui, bon, bah, je sais, moi, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance dans la vie, je peux faire un peu tout ce que je veux, etc. La copine, elle me regarde, elle dit, ah bon, tu considères que tu as de la chance? Tu as eu un avortement thérapeutique, tu as eu un cancer du sein, un mélanome, là, tu as une mutation génétique. Je dis, ah ouais, c'est vrai, tu as raison. En fait, c'est juste ma manière d'essayer de transformer les choses et de voir le positif à travers ça. Pourquoi pas moi dans tous les sens du terme? Pourquoi pas moi? Si vous avez envie de faire un truc, eh ben, n'attendez pas qu'il vous arrive une tuile sur le coin de la figure pour le faire. Mais pourquoi pas moi aussi? Faites vos dépistages. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de vous présenter une nouvelle femme exceptionnelle. Annabelle a une personnalité et un parcours qui donnent un boost d'espoir et d'énergie incroyable. Elle a commencé sa carrière en étant animatrice à la télévision, jusqu'à ce qu'elle décide de mettre sa carrière de côté pour profiter de ses enfants. À 43 ans, elle découvre qu'elle a un cancer du sein. Sa vie s'effondre. Aujourd'hui, Annabelle aide toutes les femmes atteintes d'un cancer grâce à son association Hope. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Annabelle Brouran. Bonjour Annabelle. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Ouais, alors bien sûr, avec plaisir. C'est marrant parce que tout à l'heure on était en vidéo et là on l'est plus. Et tu verrais, je suis en train de t'écouter, d'enregistrer donc dans mon bureau et je suis entourée de livres. Ah. Donc, où que je sois dans ma maison, il y a des livres. D'ailleurs, mon mari me dit, mais là, c'est pas possible, tu deviens juste obsédée. Et en fait, je suis ce qu'on appelle une bibliophile. Je suis obsédée par les livres. Donc, je lis énormément. Alors, pendant l'année, j'ai pas trop le temps, mais tu vois, par exemple, pendant mes vacances, c'est un livre par jour. Et voilà. Et j'adore les livres. Et j'en ai de partout, sur ma table de nuit, dans toutes les pièces de la maison où tu vas, dans mon bureau, et j'entasse des piles. C'est un peu limite une addiction. Hein. Mais, ça a toujours été? Ouais. Écoute, j'ai découvert la lecture à l'âge de 9 ans par ma passion principale qui est l'équitation. Et en fait, je me suis mise à lire Les Talons Noirs parce que je lisais pas du tout jusqu'à l'âge de 9 ans. Et quand j'ai découvert Les Talons Noirs, ça a été la révélation. Et je sais que j'ai lu tous les Étalons Noirs. Je crois qu'il y avait 17 bouquins. Ensuite, j'ai lu tous les Alice. Et ouais, je crois que ça a toujours été une obsession. Et mon mari, à chaque fois qu'on part en vacances, me dit, mais prends une liseuse, mais c'est pas possible. J'emmène 10 kilos de livres. Et je lui dis, mais je ne peux pas. Parce qu'en fait, ce que j'aime dans le livre, c'est aussi la transmission. C'est le fait qu'il vive. C'est, tu renverses du café dessus, tu renverses ta glace, et puis après, tu le passes à quelqu'un. Et je sais pas, il a une histoire. Voilà. Et je crois que ça a toujours été. Yes. Et du coup, si c'était un seul livre, ça serait quoi ton objet? Ah, ça, c'est trop difficile. Alors là, j'ai lu 1963. En 1963, Alabama. Je sais pas, j'arrive pas. Peut-être à l'Est d'Éden de Steinbeck. Je me suis dit d'ailleurs, tu vois, je l'ai emmené toutes mes dernières vacances et j'ai hyper peur de le relire parce que j'ai peur d'être déçue de ce que je me souviens gamine. Donc du coup, voilà, des souris et des hommes, des Barjavel, je sais pas. Et après, je lis tout, tu vois, le matin, j'emmène les enfants à l'école, j'écoute France Inter. Tout d'un coup, je tombe sur une interview d'un auteur. Hop, je vais l'acheter. Ouais, je sais pas. Je crois qu'il y en a plein, mais c'est tellement, j'arriverai pas à dire un seul livre parce que si le dernier que j'ai lu l'année dernière qui m'a bouleversée, c'est Betty. Donc, ouais, je sais pas, c'est difficile. Je les aime tous. C'est comme mes enfants, je les aime, voilà, presque tous. T'en as combien d'enfants? J'en ai 4. Qui ont quel âge? Alors, 22 ans le 10 octobre, 22, 20
après le 11 octobre, 17 et 15. Donc 3 garçons et une fille. Ok, des ados. Des ados, mais qui sont ouais. vraiment cool. Donc, qui étudient à droite à gauche. Il y en a un qui vient de partir à Singapour, donc ça c'était super dur. Ouais. Et puis il m'en reste 2 à la maison, et voilà. Mais c'est une grande fratrie. Super. J'adore ça. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi en Haute-Savoie, dans un petit bled qui s'appelle Saint-Cergue. Je suis arrivée là-bas à l'âge de 5 ans. Je suis née en Haute-Savoie aussi, à Annemasse. Et c'est super drôle parce qu'en fait, il y a 18 ans, maintenant 18 ans, quand on habitait en Belgique avec mon mari, il m'a dit, écoute, je vais monter une boîte à Genève, et on est retourné en Haute-Savoie il y a 18 ans, donc sur le lieu de mon enfance, où je te raconterai, je pense, par la suite, où j'ai monté l'association. Donc, c'est un parcours de vie, voilà. Mais ouais, j'ai eu, je sais pas si tu te souviens de l'épisode, enfin des dessins, pas des dessins animés, des séries qui s'appelaient Zora Larousse. Ah non, c'est pas ma génération. Et voilà, ouais, toi t'es plus jeune que moi. Et donc moi en fait j'ai eu une enfance dans les prés, quoi. En fait, je vivais poney, je pensais poney, cheval, j'avais des cabanes dans les arbres, et j'ai eu une enfance de petite sauvageonne, en fait. J'étais tout le temps dehors, été comme hiver. Je partais avec ma meilleure amie, on se rejoignait du haut du Saint-Cergue, on allait dans les bois suisses de Jussy, on se rejoignait à Poney. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, et on avait, je sais pas, 12 ans, 13 ans, et on partait pendant des heures faire des balades à cheval. La liberté. Et je suis vraiment, je le revendique, je suis vraiment une petite paysanne, moi. Je suis terrienne. Hein. J'ai besoin d'avoir les pieds dans la bouillasse et d'être ancrée dans la terre. Vraiment. Et quand tu étais petite fille, à cette époque-là, c'était quoi tes rêves à toi quand tu disais quand je serai grande? Eh ben, je me souviens pas, mais je savais je pense que j'étais un peu ambitieuse. Mais je savais pas parce que j'étais toujours dans les projets jour après jour. Alors, pour te raconter, quand j'étais petite, mes parents avaient pas les moyens de m'acheter un poney ou un cheval, donc j'étais allée voir tous les paysans du village, plein de paysans du village, pour qu'ils me prêtent des poneys. Je leur disais bonjour, je m'appelle Annabelle, est-ce que je peux m'occuper de vos poneys, etc. Donc au final, à 11 ans, j'avais 5 poneys dont je m'occupais, qui ne m'appartenaient pas, dans des champs qui ne m'appartenaient pas. Et j'avais monté un mini poney club où je faisais monter mes copines et où je leur faisais payer 5 francs de l'époque pour permettre d'acheter du foin pour l'hiver au poney. Et je faisais des cirques et je faisais des cours de poney. Et je pense, à mon avis, je voulais faire un métier dans l'équitation. Mais j'étais j'étais déjà assez, pas ambitieuse, mais j'étais nourrie de projets en permanence. Sachant que tu faisais pas ça pour t'enrichir, tu faisais vraiment ça pour le plaisir de pouvoir le faire, quoi. Pour le plaisir, parce que j'adorais transmettre. Donc, tu vois, je sais pas, à 11 ans, je sais pas, je devais avoir un niveau d'équitation qui était quand même très, très moyen, mais j'avais peur de rien. Donc, en fait, je m'occupais de ces poneys, je donnais les cours aux gamines, je faisais des mini-cirques, je dressais les poneys, je faisais faire des numéros à mes copines, on invitait les voisins. Et donc, en fait, alors les paysans m'aimaient pas forcément parce que je traversais leurs champs au galop tout le temps. Tu sais, des fois, j'arrivais dans les champs, je disais, là, il y a personne qui nous regarde, allez, hop, on partait plein cul au galop. Et, ouais, j'avais tout le temps des envies de projet comme ça. Mais ma vie tournait autour du cheval. Je pense que c'était, tu vois, j'ai rencontré mes meilleurs amis. J'avais 7 ans. Ouais, 5 ans et 7 ans. Mes amis, tu vois, ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. Et nos mercredis et nos samedis après-midi, c'était on allait prendre des cours au Poney Club, on montait à cheval, après on jouait aux chevaux de poupée Barbie, et après on jouait nous-mêmes aux chevaux. Ma meilleure amie, elle te dirait que quand on s'est rencontrés chez la nounou, je lui ai dit je m'appelle Annabelle, tu t'appelles comment toi? Tu t'appelles Anne. Ok, tu t'appelles Anne. Et je lui ai mis un élastique dans la bouche et je lui ai dit tu veux jouer au cheval? Et voilà. Et c'est comme ça, toute notre enfance a tourné autour de ça. Ça nous a construit, en fait. Et il y avait des personnes qui étaient passionnées d'équitation dans ta famille ou ton entourage? Mais pas du tout. Pas du tout. Ma mère a toujours eu peur des chevaux.
Mon père, il est monté, il est pas mal monté quand on était petite avec ma frangine, mais c'était une obsession. Je pense que depuis toute petite, j'ai dit à mes parents, je veux monter à cheval. Je veux monter à cheval. Et au bout d'un moment, ma mère a cédé à 9 ans. Elle a dit, bon, ok, elle veut monter à cheval. Et voilà. Et après, c'est une passion qui m'a jamais quittée et qui a été en fait ma résilience dans mon parcours de vie. Donc, toi, t'as l'impression un peu comme ça que t'as un fil conducteur qui te suit toute ta vie. Et moi, ça a été vraiment le partage et la passion des chevaux. Ouais. Et du coup, au moment de choisir tes études, comment ça s'est passé pour toi? Alors, quand j'ai choisi mes études, alors déjà, j'étais assez moyenne à l'école. Je bossais, tu vois, bien, mais en fait, ça me saoulait. Ce qui me plaisait, moi, c'était de travailler, qu'on me donne des jobs d'été, etc. Après le bac, j'ai fait 2 ans de conservatoire d'art dramatique parce que à 20 ans, je voulais un peu être une star. Tu vois, c'était un truc. Je sais pas. Voilà. Je pense que j'étais assez ambitieuse, donc j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Et la principale professeure du conservatoire m'a regardée en disant, oui, Annabelle, je ne vous vois pas trop là-dedans. Je me suis dit, bon, ok. Le hasard a fait qu'en étant au conservatoire d'art dramatique, la télé suisse romande m'a contactée pour présenter une émission qui s'appelait Planète Noël avec une licorne. D'accord. Donc, joli clin d'œil. Ouais, joli clin d'œil. J'avais 2 heures de maquillage par jour pour présenter cette émission avec une licorne. Et après, je suis partie à Lyon et je me suis dit, tiens, je vais faire une école de communication parce que ça va m'ouvrir d'autres portes. Et puis, je me disais, je vais ramer en faisant du théâtre. Et je pense que j'avais quand même envie d'avoir des ronds pour faire ce que je voulais. Et puis après, je suis rentrée dans cette école de communication. Je suis arrivée à Lyon, j'ai allumé mon téléviseur. À la télé, j'ai vu un petit mec qui s'appelait Frédéric Lopez, qui est, bon, aujourd'hui, tout le monde voit qui est Frédéric Lopez, puisqu'il a présenté En Terre Inconnue. Ouais. J'ai vu ce gars à la télé, je me suis dit, je veux faire un stage avec lui. J'ai sonné à toutes les portes, j'ai envoyé mon CV, ils ont dit, on prend pas de stagiaire. Je dis, waouh, mais il me saoule. Je m'en fiche, je vais me débrouiller. Je suis devenue attachée de presse d'une compagnie de théâtre. J'ai fait inviter cette compagnie de théâtre dans l'émission de Frédéric Lopez. Derrière, à la fin de l'émission, je suis allée voir Frédéric Lopez. J'ai dit, je veux bosser avec vous. Il dit, on prend pas de stagiaire. Il dit, je m'en fiche, je veux travailler avec vous. Et je me souviens très bien, il m'a dit, mais tu t'appelles comment? Je dis, je m'appelle Annabelle. Il dit, ah, ma sœur s'appelle comme ça. Je dis, bah voilà, c'est un signe. Et du coup, je suis rentrée comme assistante de Frédéric Lopez, qui après m'a mis à l'antenne et après voilà, c'est un autre parcours de vie. Mais tu vois, là, on va se retrouver pour le premier gala de charité de Hope au pavillon Gabriel à Paris, et c'est Fred Lopez qui va présenter l'émission avec moi. Et voilà, c'est génial. C'est un chemin. J'ai l'impression que des fois toutes les planètes sont alignées, tu vois. Ouais, tu dis c'est un puzzle en fait. Ouais. Il y a 2 ans, je faisais un exercice entre guillemets de développement personnel et en fait j'ai eu une illumination et je me suis dit mais en fait ma vie est un puzzle, tout s'assemble. C'est fou de se dire quand tu vois ça, tu te dis mais ouais c'est à la fois les galères, les belles choses, tout. Exactement. Tout ouais. Ouais. Mais vraiment, et tu vois dans mes galères. Ouais, et puis dans la création de ce que j'ai fait, je me dis que rien n'est arrivé par hasard en fait, mais vraiment rien. Donc, tu vois, je suis pas croyante ou quoi que ce soit, mais il y a un fil conducteur à ma vie. Ouais, c'est ça. Et quand ils t'ont contacté là pour la télévision suisse pour présenter ton émission avec la licorne, t'étais dans quel état d'esprit? T'as eu peur? Non, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'étais hyper tête brûlée. J'avais peur de rien. En fait, j'ai toujours eu, et quand j'ai rencontré mon mari, c'était ça qui était rigolo, c'est que pour moi, le mot impossible n'existe pas. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que quand j'avais un challenge à relever, j'étais sûre que j'allais y arriver. Alors après, il y a eu des moments où quand j'ai créé Hope, après, quand j'ai eu des interviews, il y a des moments où j'avais peur de pas y arriver parce que c'était dans un autre cadre. Mais j'ai jamais eu peur, et quand j'ai passé des castings après à la télé, etc., j'avais toujours cette espèce d'adrénaline positive qui me portait. J'ai toujours eu tu vois, un peu de trac, etc. Mais non, j'avais pas peur. Et par la suite non plus. Mais oui, de l'adrénaline
et du stress quand même. Mais je sais pas, non, comme si pareil, comme si j'étais faite pour ça. Tu vois, si c'était un peu écrit, quoi. Ouais. Et donc là, du coup, tu passes plusieurs années en tant que journaliste. Tu présentes même un journal de cinéma sur LCI. Comment, Ouais. là, tu te dis, OK, ma vie est toute tracée, j'enchaîne les postes. Alors, non, c'est pas si simple parce que en fait, donc ce qui était hyper bizarre, c'est quand on était en télé locale à Télé Lyon Métropole. Donc j'ai été l'assistante de Frédéric Lopez pendant, je sais pas, 2 ans peut-être. Après, il m'a fait passer à l'antenne. Après, il est parti à Paris. Évidemment, bah, comme tout journaliste débutant, notre rêve à tous, c'était de partir à Paris. Ouais. Et puis, je suis arrivée à Paris. J'ai présenté d'abord les écrans du savoir, là où je m'éclatais parce que je faisais aussi bien, je présentais des pièces de théâtre que des gens qui avaient des projets, que des gens qui avaient écrit des bouquins, etc. Donc, culturellement, c'était super intéressant. Et après, Fred m'a dit, je pars de LCI, je laisse ma place, tu peux passer le casting. Mais tu risques un peu, ça risque de pas être simple. Ça risque de pas être simple parce que j'allais bosser avec Daniela Lombroso et on s'est pas super bien entendu, donc c'était un peu compliqué. Mais donc j'ai passé le casting et là j'ai présenté, je pense que la meilleure émission de ma vie. Mais je me suis toujours dit quand j'étais à Paris que ma place elle était pas là. J'ai détesté vivre à Paris. Donc, j'adorais ce que je faisais, mais le milieu dans lequel je vivais, le milieu des journalistes, le milieu très parisien, moi, je suis pas du tout. Toi, par exemple, il y a un moment donné, j'avais une émission qui s'appelait sur la chaîne Spectacle, qui était une petite chaîne de Canal où je couvrais toutes les soirées People. Et les gens me disaient, ah, ça doit être super, tu rencontres que des stars et tout. Et en fait, j'allais faire ces soirées, mais j'interviewais les gens rapidos et je repartais. Ça m'intéressait pas. Et puis, je me suis toujours dit, je ne veux pas élever mes enfants à Paris. Je peux pas imaginer que mes enfants vivront en ville. Donc voilà. Donc j'étais à la fois passionnée par le métier que je faisais, mais je savais très bien que j'allais pas rester là-bas. Et quand mon mari m'a dit, on part en Belgique, j'ai dit, je te suis. Je te suis. Alors, au début, j'ai fait les allers-retours parce qu'après, j'ai présenté d'autres émissions. J'étais chroniqueuse sur France 3, des émissions qui étaient en démol. Après, je suis arrivée en Belgique. En Belgique, là, ils cherchaient une animatrice pour présenter le premier JT européen des 8-12 ans. Donc, je me suis dit, bon, j'ai vraiment peu de chance d'être prise. J'ai passé un casting avec 100 nanas pour présenter cette émission belge. Et puis, ils m'ont dit, mais vous postulez, mais vous connaissez rien à l'actualité belge. Je dis, bah ouais, bah justement, comme ça fera exactement, je me mettrai dans la peau des enfants et je serai obligée de vulgariser l'information. Et finalement, bah, j'ai été prise. Donc, pendant 2 ans, voire même 3 ans, j'ai présenté une émission qui s'appelait Les News. Donc, là, je te dis pas ce que je faisais 200 kilomètres par jour. J'habitais Bruxelles et je travaillais à Liège, donc j'avais 200 kilomètres par jour. Oh, et c'était énorme. Mais je me suis vraiment éclatée pendant cette période aussi. Après, je suis tombée enceinte, donc c'était pas super pratique non plus de faire ces nombreux kilomètres, mais c'était une chouette émission. Après, ce qui était compliqué, c'est que je suis passée du groupe Bouygues à la RTBF, qui était un truc, tu vois, où à midi, j'avais fini mon job et j'attendais mon direct du soir à 18h et je me disais, mais je m'emmerdais un peu, en fait, tu vois. Le projet était sympa, mais je m'ennuyais. J'ai toujours eu besoin que ma vie, elle soit ultra remplie. Tu vois, je suis dans une super activité un peu permanente, quoi. Donc, voilà. Ouais, un peu trop. Je sais pas. Donc ça nous emmène en 2003. Après, du coup, tu réenchaînes encore les postes de journaliste. Ouais, après je travaille sur RTL TVI, après sur AB3. Voilà, j'ai présenté les émissions un peu qui s'appelaient Perdu de vue. Alors ça, c'était marrant parce que on partait avec les caméramans et les journalistes et on allait chez les gens qui recherchaient qui avaient perdu de vue des gens, mais des fois, ils étaient à 100 kilomètres de chez eux. Mais là, on allait vraiment... Ah, mais ouais, mais tu disais, mais c'est juste pas possible. Et c'était vraiment... T'avais l'impression d'être dans un autre monde. Hein. Ils recherchaient des gens que nous, on retrouvait à moins de 100 kilomètres de chez eux. Et là, c'était vraiment la Belgique profonde où tu disais...
ouais, vraiment, ça existe et c'était presque, tu vois, des moments un peu tristes et en même temps, on a eu des super belles rencontres parce qu'on a réussi à retrouver des gens pour des familles qui s'étaient perdues de vue. Donc voilà, donc ouais, je crois que j'ai fait un peu, je crois que j'ai fait tous les métiers aux journalistes et franchement, je me suis vraiment éclatée. Je me suis vraiment éclatée. C'est pour ça que d'ailleurs, pour Aube, j'ai monté une chaîne YouTube parce que j'avais pas envie de perdre de vue ça. Et enfin, tu le sais, en faisant des podcasts, la rencontre avec des gens et des personnalités. Ça, c'est en quittant la télé, c'est ce qui était le plus difficile pour moi. Mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix entre construire ma vie de famille et continuer ce job où je savais que de toute façon, si je quittais les grandes villes, ben voilà, c'était game over, quoi. Oui, Mais ouais, journaliste quand tu habites à la campagne, c'est pas très pratique. c'est pas super pratique, Ouais. pas du tout. C'était quand, Mais du coup, quand tu as pris cette décision? eh bien, écoute, on est arrivé en Haute-Savoie. Alexandre venait d'avoir 4 mois, donc c'était en 2002. On est rentré en Haute-Savoie. Mon mari m'a dit, ben là, si tu quittes, tu quittes. Donc après, ça n'a pas été tout à fait le cas puisque du coup, j'ai travaillé sur une radio suisse qui s'appelait One FM. Qui m'a très joliment virée parce que je me suis retrouvée enceinte. Et en plus, ça s'est terminé en fausse couche, donc c'était pas très beau de leur part. Ouais. Et puis après, je me suis dit, après, j'avais mes 2 premiers enfants, j'ai eu un avortement thérapeutique. Ouais, alors je me souviens pas des dates parce que alors tu vois c'est bizarre ça, j'ai vraiment un trou noir dessus, je me souviens plus du tout de quand c'était. Mais j'ai dû avorter à 5 mois et demi. Donc ça, c'est mon côté chance et pas chance, parce que je me considère, tu vas le voir, comme une chanceuse d'avoir découvert toutes les merdes qui m'arrivent en fait dans mon parcours. Donc je me suis aperçue à 5 mois et demi de grossesse que j'avais un bébé qui était trisomique, trisomie 21, et qui en même temps avait le CMV, le cytomégalovirus. C'est voilà, c'est un truc qui fait que ton bébé il peut ne rien avoir, mais il peut être légume, aveugle, handicapé lourd, etc. Donc on a pris la décision d'avoir un avortement thérapeutique, mais j'arrive pas à me souvenir des dates. Je sais que c'était juste avant mon 3e, mais j'ai un peu occulté cette période-là. Le cerveau est très fort pour nous permettre d'occulter certaines choses. Ouais, et j'avais besoin. C'est vrai qu'il y a plein de mes copines qui m'ont dit tu l'as évacué assez vite. Après, ça m'est revenu un peu en boomerang. Après, tu as des gens qui te diront c'est parce que tu as eu ça, que tu as eu un cancer derrière. Moi, j'y crois pas trop, tu vois, la psychanalyse de supermarché. N'empêche que c'est un peu dur quand même de balancer ça quand même. Ouais, et en même temps, tu vois, il y a beaucoup de femmes que je rencontre qui disent rien n'arrive par hasard. Ouais. Alors après, moi, je me dis, moi, je considère que je suis une chanceuse dans ma vie. Après, c'est vrai quand tu vois toutes les tuiles que je me prends en pleine figure. La dernière fois, c'était marrant parce qu'on faisait un petit point avec des gens de mon équipe et puis on était 3 et on faisait un point. Puis il y a je dis oui, bon bah je sais. Moi, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance dans la vie, je peux faire un peu tout ce que je veux, etc. La copine, elle me regarde, elle dit ah bon, tu considères que tu as de la chance? Tu as eu un avortement thérapeutique, tu as eu un cancer du sein, tu as eu un mélanome, là, tu as une mutation génétique. Je dis ah ouais, c'est vrai, tu as raison. En fait, c'est juste ma manière d'essayer de transformer les choses et de voir le positif à travers ça. Parce que des moments, tu n'as pas le choix. Mais parce que je pense que je suis construite comme ça aussi. Ouais, en fait, je pense, tu vois là, c'est un peu le sujet de ma vie en ce moment de voir le positif partout. Et je pense en effet, il y a un moment où tu te mets dans un état d'esprit, et puis il y a aussi les personnes que tu rencontres où tu te dis, bah, ça, en fait, finalement, eux, bah, il y a toujours pire ailleurs, et se dire, bah, finalement, face à une situation où tu n'as pas le choix, parce qu'il y a des trucs où dans la vie, tu n'as pas le choix et c'est très difficile, mais en fait, tu as le choix en fait de ton mindset en fait. Ah bah ça c'est sûr. Parce que toi pareil, t'as des moi ma vie en ce moment est un peu compliquée, mais j'ai fait mon burn-out il y a 3 ans et bon, j'en parle pas encore dans le podcast, mais il m'est arrivé un truc genre j'ai juste ma vie qui s'est effondrée cet été, donc du coup bon bah voilà, je rebondis parce que voilà, je me dis je suis en bonne santé, donc j'ai cette chance, mais bon la vie nous réserve plein de surprises. Ah ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Des bonnes comme des mauvaises. C'est ça. Ouais. Il faut savoir surfer sur les mauvaises et saisir les bonnes. Ouais, exactement. Ouais.
Et donc là, du coup, vous décidez de revenir, du coup, vous installer chez Bah vous. voilà, sur les traces de mon enfance. Donc ça, c'était rigolo parce que, en fait, mon deuxième Alexandre, il avait, je crois, 3 semaines. Et puis, comme on est rentré en Haute-Savoie, Olivier me dit, bon bah, on cherche une maison. Donc moi, je revenais vraiment sur les traces de mon enfance. Mes parents venaient de se séparer, donc je me disais non, je veux pas habiter Saint-Cergue, l'endroit où je suis allée à l'école, où j'ai passé toute mon enfance, parce que c'était un retour en arrière que j'étais pas prête à affronter. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ouais. C'était revenir en arrière et moi, je voulais continuer à avancer. Donc on a visité plein de maisons. Puis en fait, l'agence immobilière dit, écoutez, Madame Brouran, je pense quand même que j'ai vu une maison qui correspondrait bien à ce que vous cherchez, etc. Et on s'installe dans une maison à 300 mètres du lieu qui me faisait rêver petite. Donc, ce lieu, c'était une vieille ferme, enfin, un vieux château qui s'appelle le château de Nédan. Mais tout pourri. Et en me promenant avec ma petite dernière, avec Charlotte, justement, ma petite Charlotte, je me promène et je dis à mon mari, écoute, j'ai l'impression que le lieu qui me faisait rêver petite, il est à l'abandon. Donc, je vais me renseigner auprès de la mairie, etc. Et effectivement, il y avait un promoteur immobilier qui voulait le racheter, faire des immeubles ou maisons de retraite ou je ne sais quoi. Et nous, on avait un projet et c'était de monter ces écuries. Donc, ça a été un projet qui a duré 10 ans. Hein. Okay. Donc, entre le moment où on a racheté cette propriété qui faisait 8 hectares et la rénovation de ce château, parce qu'à l'époque, on n'avait vraiment pas de moyens pour le faire. Donc, on a décidé de monter. Donc, on a réussi. Après, c'était très compliqué avec le promoteur, les gens qui mettaient leurs vaches sur les terrains, etc. Donc, au moment où on réussit, on construit les écuries, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Et je me suis dit, non, alors là, c'est juste pas possible. Je suis en train de réaliser mon rêve de petite fille. Ça va pas m'arrêter dans mon élan. À l'époque, tu vois, je m'étais arrêtée un tout petit peu, enfin, je m'étais entre guillemets arrêtée de bosser après mon troisième parce que je m'étais dit, après la claque et l'avortement thérapeutique, OK, je vais prendre un peu de temps pour moi. Et surtout, je vais prendre du temps pour mes enfants. Et puis, en fait, j'ai fait 8 mois, entre guillemets, à m'occuper. Alors, c'était pas rien faire, hein, mais m'occuper que de mes 3 enfants. Et en fait, ça allait pas du tout. J'avais besoin de faire des choses. Donc, je me suis lancée dans la peinture. J'ai posé des toiles. Ça, c'était pareil. Tu vois, j'ai posé des toiles par terre. J'ai peint. Et 6 mois plus tard, j'ai fait des expositions. La fille complètement allumée. Tu sais, genre, quand je revois les toiles que j'exposais, je me dis, mais quoi, t'as osé faire ça? Mais vraiment. Et il y a des gens qui sont venus voir ton expo. Et il y a des gens qui ont acheté des toiles. Donc, mais en fait, quand je te dis, des fois, j'avais peur de rien. Voilà, je me posais pas la question en fait. Je me mets à peindre, je me dis tiens, je vais faire une expo. Donc en fait, quelque part un peu sûre de moi, mais surtout, ouais, pas peur de me mettre en danger, et pas peur du regard des autres. Ouais. Donc voilà. Donc on construit ces écuries. J'apprends que j'ai un cancer du sein. Ça, du coup, tu l'apprends rendez-vous de contrôle. Comment ça se passe? Alors, en fait. J'ai été suivie depuis l'âge de 20 ans parce qu'il y avait beaucoup de cancers dans ma famille et je fais une mammographie de contrôle à Genève. On me dit, c'est pas très grave, vous avez des microcalcifications, vérifiez dans 6 mois. Et à cette époque-là, je suis hypocondriaque. Mais quand je te dis hypocondriaque, j'ai 44 ans. Okay. Et c'est vrai que j'étais hypocondriaque et ça s'est renforcé pendant la période où je travaillais pas. Je passais de médecin en médecin, vraiment. J'ai tout imaginé, tumeur au cerveau, sclérose en plaques, etc. Et je me dis, je vais quand même aller vérifier. Donc je vais en France, je demande un deuxième rendez-vous. On me dit c'est bizarre, on dirait des traces de déo, on sait pas trop ce que c'est. Faudrait faire une biopsie, mais vu où c'est situé, on sait pas trop. Bref. Je demande à une copine qui a des contacts à Lyon, au centre Léon Bérard. Et là, elle m'envoie directement chez un oncologue. Et là, j'arrive. Non, mais Charlotte, j'ai l'impression que là, que j'arrive dans un autre monde. J'arrive chez un oncologue, je dis, voilà, je lui amène mon dossier, j'amène les mammographies et tout. Et le gars, donc les cheveux en pétard, on aurait dit retour vers le futur. Et là, le gars, il appelle une radiologue, il dit, bon, j'ai une jeune femme en face de moi. Alors,
Bon, elle a peut-être un cancer, hein. Peut-être c'est un petit cancer. Bon, je sais pas trop. Bref, il faudra que tu la vois. Et puis la petite jeune qui a un cancer peut-être du cerveau, là, on fait quoi? On la prolonge ou qu'est-ce que t'en penses? Et là, je me suis dit, waouh, Wow. dans quel monde j'ai atterri? Et en fait, j'étais pas du tout arrivée à la bonne porte. Il fallait d'abord que je passe en radiologie. Donc, je suis passée avec cette radiologue qui, en l'occurrence, c'était pas du tout sympa. Après, par la suite, voilà, maintenant, je suis suivie par une super radiologue. Donc, il s'est avéré à la biopsie que c'était un cancer du sein. Donc là, je te dis pas, j'étais ce jour-là, en plus, quand j'ai appris les résultats, j'étais allée à Lyon avec une copine. Et quand le sol, c'est vraiment comme si ça s'était ouvert sous mes pieds. Et je tombe sur un oncologue super sympa, donc ensuite avec qui j'ai monté Hope, Nicolas Chopin, qui me dit, écoutez, vous êtes jeune, on hésite à vous enlever le sein, ce serait plus raisonnable, c'est pas un très gros cancer, mais dans le doute, vous seriez mieux protégé si on vous enlevait le sein. Et je lui dis, et c'est toute l'histoire de Hope, le sein, j'en ai rien à faire. Allez-y, mais par contre, dans 3 semaines, je vais être à cheval. Je dois traverser la France au volant de mon camion parce que mon fils va faire les championnats de France. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Faites ce que vous voulez, mais dans 3 semaines, je suis à cheval. Et 3 semaines après ma mastectomie et reconstruction, j'étais à cheval. Et en fait, du coup, on a sympathisé avec Nicolas. On s'est dit, j'ai dit, écoutez, moi, c'est ma résilience. Il me dit, ouais, bon, il me dit, c'est sûr que t'es pas tout à fait comme les autres. Le cheval te donne cette force. Il me dit, pourquoi on monterait pas une association C'est lui, du coup, qui a eu l'idée? C'était les deux. En fait, à un moment donné, quand je l'ai revu, j'ai dit, écoutez, j'ai l'impression que monter à cheval, ça m'aide. La peinture, ça m'aide. Il me dit, mais complètement. Une femme sur 2 est en dépression après les traitements. Et oui, c'est une vraie thérapie de faire autre chose. Et on s'est dit tous les deux, pourquoi on monterait pas une asso? Et en fait, on est allé voir le centre Léon Béra, qui nous a dit, des assos comme vous, il y en a plein. Alors que équithérapie et cancer, il y en avait pas du tout. Okay. Nicolas, il était un peu déprimé, tu sais. Et puis je dis, écoute, moi, j'en ai rien à faire, hein. Franchement, moi, je lance le truc, je suis sûre que ça va marcher. Et en fait, je suis allée à la pêche aux femmes qui avaient un cancer. J'ai trouvé 12 femmes dans mon village qui avaient un cancer. J'aurais dit, est-ce que vous voulez participer à un stage test autour de l'équithérapie et des médias artistiques? On a fait ce premier stage. Le château était encore, enfin, ce qu'on appelle le château de Médan où je vis maintenant, était encore pas rénové. On a fait ce truc, ça a été mais une révélation. Et on s'est dit, voilà. Et l'asso a été monté comme ça. Et là, ça a été le début de l'histoire. Du coup, c'était quoi les activités que tu proposais à cette époque-là? Alors, équithérapie, toujours. Équithérapie. Et, alors, à l'époque, c'était que équithérapie. Donc, équithérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire? Alors, l'équithérapie, c'est une thérapie qui utilise le cheval comme médiateur. En fait, si tu veux, le cheval, c'est un être non jugeant. C'est un être qui prend les émotions. Il représente un petit peu le cocon familial parce qu'il a le côté paternel parce qu'il est très imposant. Il fait quand même entre, tu vois, 200 et 300 ou jusqu'à 500 kilos. Et quand tu vas te lever contre lui, il est doux et chaud. Donc ça, c'est un peu le côté maternel. Donc en fait, les femmes à leur contact, elles se lâchent. Au début, on leur fait faire de la sophrologie. Elles montent pas à cheval, hein. Dans les journées découvertes, ce qu'on propose, elles montent pas à cheval. Ça, c'est dans les séjours. On les a fait monter au bout de 4 jours. Et donc, du coup, elles vont pouvoir poser leurs valises, acter la maladie, souvent pleurer. Et ça leur fait vraiment du bien parce qu'on se rend pas compte. Mais il y en a plein qui se disent, moi, j'ai pas le droit de pleurer parce que je dois aller bien pour mes enfants, pour mon mari. Et quand je rentre à la maison, de toute façon, je débarrasse le lave-vaisselle, je fais les courses, je fais la bouffe, je continue à bosser, etc. Et puis, quand elles se retrouvent face à cet animal, dans un rond de longe, donc c'est dans un espace un peu clôturé, le cheval en liberté, où elles doivent donner des ordres à ce cheval, le conduire grâce à leur voix, leur posture, leur gestuelle, elles se disent quoi? Mais je suis capable de faire ça. Donc ça veut dire que si je suis capable de faire ça, ma vie elle est pas foutue. Ça veut dire que dans ma vie, je vais pouvoir appliquer des outils et continuer à vivre normalement et remettre le pied à l'étrier. Et c'est ça qu'on leur permet grâce à l'équithérapie. Et le cheval, il est non jugeant. En fait, il s'en fout complètement de ce que tu as, mais il va juste ressentir. Et des fois, c'est hallucinant, hein. Il y a une petite qui est venue, qui était super paumée quand elle est arrivée. Elle venait d'arriver en Haute-Savoie. Elle avait 30 ans. Elle voulait venir faire le stage avec sa maman. J'ai dit, écoute, Justine, on prend pas les encadrants. Donc, et écoute, elle connaissait pas les chevaux. Elle s'est connectée avec ma jument, avec Magie, qui, moi, m'a suivie pendant toute ma maladie. Et il y a eu un truc, on avait des frissons.
les bénévoles et les équithérapeutes. Et le lendemain, son mari m'a envoyé un message en me disant, vous avez fait quoi à ma femme? Je dis, je sais pas, mais il s'était passé un truc. Ouais. Voilà. Donc, c'est des rencontres, c'est comme avec les humains, et t'as des coups de foudre avec les chevaux, et il se passe un truc, et tu sais que le cheval, il est à l'écoute, et qui va te permettre justement d'avancer et de te reconnecter à toi, en fait. Et J'ai vécu une expérience incroyable avec Deki Coaching. C'était une copine qui m'avait dit, écoute, c'était juste après le confinement, donc c'était 1 an après mon burn-out. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux venir découvrir ce que c'est l'Eki Coaching. Donc, on avait fait une séance de découverte, on était plusieurs. Donc, il y en avait qui étaient tout seuls dans l'enclos. Et moi, j'étais avec 2 personnes, mais que je ne connaissais absolument pas. Ah ouais? Et bon, moi, j'ai monté à cheval petite, mais bon, j'étais pas très, très rassurée quand même en rentrant dans l'enclos. Et les 2 autres personnes, bon, il y en a une, tu voyais bien que elle était vraiment dans son élément. Bon, j'ai su après que en fait, elle travaillait dans un centre équestre, donc donc elle était clairement dans son élément. Et en fait, bon, on était toutes les 3 dans l'enclos. On a donné des ordres au cheval, sachant que quand tu es à 3, c'est encore plus particulier parce que du coup, tu as vraiment l'énergie des 3 personnes. Du groupe. Et en plus, quand tu te connais pas du tout, et à la fin, en fait, il y a eu un moment où le cheval était stressé. Et du coup, la coach nous a dit, apaisez-vous, machin et tout. Et il y a un moment, bon, je me suis dit, allez, on respire et tout. Ouais. Et là, il y a eu alors, je sais pas si c'est le cheval ou c'est moi. Enfin, en tout cas, il s'est passé un truc avec le cheval. Il a fait son comme ça, mais d'une façon très, très forte. Et moi, ça m'a fait un frisson, mais un frisson sursaut, mais dans tout le corps. Et ce moment, il a été filmé. Et après, tu as la coach qui me regarde et qui dit, mais ça va, Charlotte? Je dis, ouais, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a fait une espèce d'explosion dans mon corps, quoi. Et je suis sortie du truc en mode waouh. Et au moment, donc à la fin de l'exercice, le cheval vient nous voir ou pas d'ailleurs. Et là, le cheval est venu me faire un câlin. Je me suis retrouvée à faire un câlin au cheval. Ah, c'est excellent. Mais alors que je suis rentrée, je sais pas, un quart d'heure avant, et j'avais peur, quoi. Et je me suis retrouvée littéralement à lui faire un câlin, quoi. Et c'est un truc, quoi, c'est une expérience, toute ma vie, je m'en rappellerai, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est souvent ça. Les femmes, il y a comme des espèces de révélations. Alors, il y en a qui se mettent à monter à cheval. Il y en a qui vont au contact des animaux. Mais oui, et ce qui est dingue, c'est que, et quand tu parles d'énergie de groupe, nous, tu vois, souvent, les filles, on les fait travailler par groupe de 4, 6 maximum. Et elles doivent justement manager leur énergie de groupe pour faire obtenir un autre groupe de cheval, tout ça. Mais c'est dingue. Et j'ai vu des séances, et ça, j'ai vu notamment avec des jeunes filles anorexiques, parce que dans mes écuries, on travaille aussi avec une clinique. On a eu un petit problème technique. Du coup, tu disais que tu suivais des femmes qui souffraient d'anorexie. Oui, alors en fait ça c'est, tu vois, c'est pas du tout dans le contexte de Hope, mais bon, comme j'ai la chance d'avoir mes écuries et je sais que l'équithérapie fonctionne, et du coup on a travaillé effectivement avec des jeunes filles anorexiques, et j'ai vu, mais c'était un truc de fou. Alors surtout que les jeunes filles anorexiques, elles sont vraiment dans le contrôle, mais j'ai vu des poneys s'endormir. Mais tu vois, genre faire comme tu le disais, et puis vraiment, mais s'endormir. J'en ai même vu qui s'étaient couchés, hein. Que ce soit avec des femmes qui avaient un cancer ou des anorexies, des poneys qui se couchent. Alors que, genre, quand tu veux apprendre à ton cheval à te coucher, tu peux te lever tôt. Et un truc de dingue. Donc voilà, c'est vraiment, c'est des éponges. Ouais, c'est des éponges, les chevaux. Alors, très souvent, d'ailleurs, tu vois, après les stages Hope, nous, on se rend compte, les chevaux, ils sont cramés. Alors, ma jument, moi, qui me suit depuis, elle s'appelle Maggie, tu vois, elle porte bien son nom. Elle m'a suivie pendant, ça fait 8 ans, tu vois, mon cancer du sein, mais elle a toujours été là. Et quand je l'ai eue, elle était, quand j'ai appris que j'étais malade, elle avait 4 ans. Donc, elle était très jeune. Elle est à l'époque où les chevaux peuvent être un peu cons parce que c'est leur crise d'ado, etc. Et elle a été très respectueuse. Je lui avais dit, Maggie, franchement, je peux pas tomber. Donc, genre, me fais pas de crasse. Je ne peux pas tomber. Je viens d'être construite. Donc voilà. Et elle a été super bien à l'écoute. Et elle adore travailler avec les femmes. Et on peut le voir. On a fait une expo, je sais pas si tu as vu, qui s'appelle Cicatrice.
Alors, je l'ai pas vu. Il y a juste avant le Covid, en fait, je me suis dit parce que des fois, c'est en fait ça. Alors depuis la maladie encore plus, ça bouillonne dans mon cerveau. Donc du coup, j'ai des flashs. Bon, je suis une insomniaque moi, donc c'est un peu la merde. Mais des moments, au milieu de la nuit, j'écris des chansons. Je me lève, je me dis ah là, et, tu sais, j'ai une idée. Et j'ai eu une idée. Je dis on va poser avec les chevaux, mais on va poser dévêtus. Ouais, oui, alors j'ai vu ta photo à toi. Et ben c'est exactement la photo que tu vas mettre. C'est la photo de l'exposition cicatrice. Et un jour, j'ai pris 6 filles. Je dis, écoutez, on va prendre un photographe et on va se photographier parce qu'en fait, ça va permettre de montrer aux femmes que le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'on peut être belle malgré nos cicatrices. Derrière, je leur ai fait écrire des témoignages. Donc, c'est une expo, par exemple, tu vois, l'expo, là, elle va être à Maison Lafitte tout le mois d'octobre sur les murs de Maison Lafitte, sur les grilles du parc de la mairie de Maison Lafitte. Et ça permet de sensibiliser au dépistage et de montrer qu'on peut être belle à travers la maladie. Et quand on a fait cette journée magie, elle prenait les femmes dans ses bras. Il y a des photos où elle entoure les femmes et elle entoure au niveau du sein ou de la cicatrice. Et ça fait des frictions. Et en fait, il y a eu une séance photo. Alors, le photographe m'a dit, non, mais tu restes avec moi, hein, Manu. Il m'a dit, tu restes bien avec moi, Anna, parce que j'ai pas l'habitude de photographier des femmes à poil. Je dis, tu sais, moi non plus, hein. Et il y a eu un moment donné, il s'est passé un truc dans le rond de longe. Les deux, tu vois, on s'est mis à pleurer tellement c'était fort. Donc voilà, donc ça c'était encore voilà, c'est un autre pan de l'association Hope, mais c'est voilà, tout ça pour expliquer que les chevaux sont tout à fait à notre écoute et ils s'en fichent de ce à quoi on ressemble, Clairement. Ce qu'ils veulent c'est juste nous aider quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc là quand tu lances l'association, T'as quoi en tête? Tu te dis, bon, tu veux aider les femmes grâce à l'équithérapie, l'art-thérapie. Est-ce que tu as, entre guillemets, une ambition ou tu te poses pas de questions? Alors, je me pose pas de questions. Déjà, je me dis, bon, il va me falloir des sous parce qu'au début, je prête tout, je prête les écuries, je prête mes chevaux. Alors moi, ça fait 5 ans que je suis bénévole, je bosse à 100% pour l'asso. J'ai la chance, tu vois, de pas avoir à travailler à côté. Parce que du coup, c'est ton mari qui subvient à vos besoins. Voilà. Mais alors, mon mari, il a monté, c'est un peu un super actif aussi. Il a monté son entreprise qui s'appelle Mantou il y a 15 ans maintenant. Donc, c'est un gros bosseur aujourd'hui. Il a, je crois, 7 ou 8 000 salariés dans 50 pays. Donc, c'était un partage des tâches. Voilà. Quand il m'a dit à un moment donné, si on rentre en Haute-Savoie, déjà, tu sais que tu fais une croix sur ta carrière. Est-ce que tu es OK là-dessus? Je dis, bon, bah, OK, voilà. Et il m'a permis de monter cet asso. Donc, au début, je suis allée voir mon papa qui avait une compagnie de théâtre. Je dis, t'es prêt à jouer pour nous? Donc, au début, j'ai commencé avec 3 000 € et puis avec que des bénévoles pendant 2 ans, 3 ans. En général, les bénévoles, c'était ceux qui m'aidaient, qui passaient dans l'asso. Et puis, j'avais pas spécialement d'ambition, mais en fait, ça a tellement bien marché qu'au début, on avait 5 stages découvertes par an. Avec donc chaque femme vient pour un stage découverte et après là 4 après-midi de suivi en équithérapie. Elle paye 0, même pas une cotisation. Mais c'était la question que j'allais te poser. Du coup, c'est des femmes de la France entière qui viennent ou tu peux avoir… Alors, justement, donc au début, on s'est dit, voilà, pour une journée, ça fait super loin. Donc au début, c'était que des femmes de la Haute-Savoie. Et puis on s'est dit, il y a d'autres demandes. Donc en fait, aujourd'hui, on a 6 antennes en France. Okay. Et on vient d'ouvrir Nantes, le Val-de-Marne, on a Maison Lafitte, entre Lyon et Saint-Étienne. Et justement, pas loin de chez toi, on est à Aix, à Pertuis. D'accord. Exactement. Et donc, et là, on ouvre en Suisse également. Et donc, et notre ambition, c'est d'avoir 12 antennes d'ici 2025 pour être à moins de 200 km d'une femme malade. Génial. Donc, voilà. Et l'année dernière, on a lancé cet été pour la première fois un séjour pour 12 femmes, 5 jours de suite, où là, elles ont fait de l'équithérapie, elles ont fait du développement personnel, elles sont montées à cheval, elles ont fait de l'éthologie avec Thierry Lhermitte, elles sont montées à cheval avec Pierre Durand. Alors, l'éthologie, c'est la science du comportement animal. C'est comment on étudie le cheval quand il vit à l'état naturel en troupeau et comment on applique ça pour améliorer notre relation avec le cheval. Donc, en fait, quand j'ai contacté Thierry, je lui ai demandé de venir faire de l'éthologie pour
des cavaliers, donc pour nous, et puis du coup le faire au profit de l'association. Donc là, ça fait quasiment 2 ans qu'il vient à la maison pour nous aider. Et lui, là, pour la première fois, il a participé à un stage découverte. Il a appris l'éthologie aux femmes qui avaient un cancer. Donc, et il va revenir normalement régulièrement pour ça. Et donc voilà. Et donc là, on a lancé le premier séjour. Et comme moi, j'ai mis un peu au service de l'asso tout ce que je savais faire, comme je chante aussi, je joue de la musique et tout depuis 3 ans. Cette année, au séjour, on a même peint les chevaux. Il y a un reportage de France 3 sur la chaîne YouTube. On a peint les chevaux, on a dansé avec les chevaux, on a fait de l'équithérapie, du développement personnel, du yoga et de la chanson. Elles ont écrit une chanson qui s'appelle Les Guerrières parce que chez Hope, on a aussi fait des ateliers d'écriture de chansons. Donc, on a un album sur Spotify qui s'appelle Les Optimistes que tu peux écouter. Et on a fait notre première fête de la musique cette année. Et là, on est allé chanter à Paris. Elles vont chanter au Gala de Charité de Hope. Et on commence à avoir plein de dates où on a une demi-heure de chansons sur scène où on est 25, 26 sur scène. C'est incroyable. À chanter. Et c'est des chansons, ça te met des frissons parce qu'on les a toutes écrites. Il y a des chansons qui sont plus personnelles que j'ai écrites avec Mélanie Bajot, qui fait partie de l'asso et que j'ai rencontrée à 3 ans, qui est une petite jeune de 35 ans qui est aussi folle que moi. Donc, on s'est super bien trouvés. Et tu vois, hier, on a refait des répètes parce qu'on va chanter partout pendant Octobre Rose. Ouais. Et là, pendant le premier séjour, les filles ont écrit une chanson qui s'appelle Les Guerrières, qui est géniale aussi. On a fait un clip. Voilà. Donc, en fait, la résilience, pour nous toutes, elle passe à travers tous les médias artistiques et l'équithérapie. Ouais. Et est-ce que, alors, moi, je suis hyper créative, donc ça me parle énormément. Est-ce que ça ne s'adresse finalement qu'à des personnes qui sont hyper créatives ou finalement, chacune, même si elles ne sont pas créatives, elles arrivent à retrouver cette créativité qu'elles avaient en elles et leur âme d'enfant? Eh ben, en fait, complètement. En fait, il y en a même, si tu veux, en apprenant qu'elles étaient malades, qui se sont arrêtées dans leur parcours. Il y en a une, Lucie. Elle s'était arrêtée de peindre, arrêtée de dessiner, et quand elle est revenue chez Hope, elle s'y est remise. Et il y en a qui vont se découvrir des capacités qu'elles soupçonnaient même pas chez elles. Ouais. Je sais que dans les jeunes filles anorexiques, il y en a une fois qui s'est mise à peindre. Elle savait pas qu'elle était capable de peindre, elle a exposé et voilà. Et chez les femmes, c'est pareil. Il y en a qui découvrent qu'elles aiment chanter, d'autres qui découvrent qu'elles aiment peindre, dessiner ou qu'elles aiment monter à cheval. Donc voilà, oui, ça révèle des choses en elles et ça va puiser et au fond d'elles, elles se rendent compte que finalement, la résilience, quand tu occupes ton cerveau, t'oublies la maladie. Donc c'est voilà, ça passe par là. Et c'est ce que j'essaye moi de leur insuffler, c'est cette énergie créatrice. Tu vois, quand je suis tombée malade, il y a des copines qui m'ont dit, franchement, parce qu'en même temps, j'avais monté une marque de fringues avec ma meilleure amie qui s'appelle Elles étaient une fois, où je peignais les tissus et on faisait de la création sur mesure. Alors ça me ressemblait, hein, c'était un peu cow-boy. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à tout mener de front. Et puis ma meilleure amie Juliette, elle est venue me rejoindre dans l'association et là, elle bosse à la tête de l'asso avec moi. Donc on a arrêté la marque de fringues, mais voilà. Et moi, il y a des copines qui m'avaient dit mais on n'arrive pas à te suivre, quoi, ça va tout trop vite. Et j'ai dit oui, mais moi, c'est ma manière d'être résiliente. Donc ne m'enlevez pas ça. Je peux pas ralentir. J'ai pas envie de ralentir. Je veux bouffer la vie parce que je sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Ouais. Et là, tu vois, je viens d'apprendre aussi que j'ai une mutation génétique hyper rare qui peut donner des cancers du mélanome et dans certains cas des cancers du pancréas. Je vais devoir être suivie à vie, à vie. Et d'adapter mon comportement, plus de soleil, écran total été comme hiver, contrôle du pancréas tous les ans, mélanome tous les 6 mois, etc. Donc oui, j'ai envie de bouffer la vie à 100%. J'ai pas envie de m'arrêter. Donc tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Ouais. Je me dis bah voilà, il faut profiter. Alors après, voilà, tout le monde peut être arrêté du jour au lendemain. Tu peux avoir des accidents de parcours et voilà. Mais quand tu sais que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ben voilà, t'as envie d'avancer, quoi. C'est clair. Ouais. Et les femmes que vous accompagnez, du coup, c'est des femmes qui sont à quel stade dans leur cancer? Alors en fait, au tout début, on prenait les femmes. On prenait que les cancers féminins, c'est-à-dire sein, ovaire, etc., utérus, parce que Nicolas, il est spécialisé scénologie et gynécologie.
Et puis, donc, on les prenait en fin de parcours parce que le constat était de dire, voilà, une femme sur deux est en dépression après la maladie. Et en fait, on s'est rendu compte que plein de femmes nous disaient, moi, pendant mon parcours de soins, je suis paumée, j'ai besoin d'aide aussi. Donc, on les prend aussi au milieu des chimios, des traitements, etc. Et il y avait des femmes qui me disaient, moi, j'en ai marre, il y a que des assos pour le cancer du sein. Moi, j'ai une tumeur au cerveau, j'ai un cancer de l'estomac, et moi, je fais quoi? Donc, en fait, aujourd'hui, on s'adresse à tous les cancers, tout type de cancer, même si majoritairement, c'est des cancers du sein, et à n'importe quel stade de la maladie, à partir du moment où le médecin il signe une autorisation pour venir au stage et qu'elles ne sont pas en aplasie ou tu vois, très faibles pendant les chimios. Mais ouais, tout type de cancer. Mais par contre, que les femmes. Ouais. Alors, tu sais pourquoi? Non. Alors, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, quand les femmes se rencontrent chez Hope, mais je te promets, en 10 secondes. Hier, c'était marrant, on avait répétition chant et il y a une petite jeune, Charlotte, elle a 30 ans. Elle venait de se faire pomper de la graisse pour sa reconstruction et elle s'est à moitié mise à poil dans la soirée. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'entre femmes, il n'y avait pas de tabou. En moins de 5 minutes, même quand elles se connaissent pas, elles se reconnaissent parce qu'elles n'ont pas les mêmes parcours, mais elles ont un parcours. Elles se reconnaissent et elles parlent de tout, mais sans tabou. Elles se montrent leurs seins, leurs cicatrices. Et le seul mec qui est dans l'assaut, c'est Nicolas. Et comme il est médecin, il n'y a pas de tabou. Donc, en 2 secondes, elles se montrent leurs cicatrices. Et les hommes ont surtout pas du tout la même manière d'aborder la maladie. Souvent, ils n'en parlent pas. Donc, je dis pas qu'on le fera jamais pour les hommes, mais pour l'instant, c'est réservé aux femmes. Vous avez déjà suffisamment à faire avec les femmes. Ouais. Oui, puis tu vois, puis il y a ce truc de sororité qui existe, qui est juste incroyable, quoi. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, donc ton quotidien, c'est l'asso. Alors, mon quotidien, c'est 500% l'asso parce que j'anime les stages, j'organise les partenaires, je m'occupe des partenariats, je vais chercher les fonds, je m'occupe du développement, je m'occupe de tout. Alors j'ai Juliette, mon amie d'enfance, Juliette Tunet, pas mon amie d'enfance, mon amie depuis 26 ans, Juliette Tunet, qui m'aide à la tête de l'association. Donc Nicolas Chopin, qui est maintenant président de l'association. J'ai deux salariés à mi-temps, Florence Bell, qui a été une des premières stagiaires de l'association, qui s'occupe secrétariat, organisation des stages, etc. Valérie Merle d'Arlecourt, qui nous a rejoint, qui est chargée de com, mais finalement, on est très peu pour une asso de notre ampleur. Ouais. Aujourd'hui, on a un budget de fonctionnement, tu vois, qui est de 200 000 €, mais il faut aller les chercher quand même. Donc, mon mari nous aide beaucoup et il injecte des fonds régulièrement dans l'asso, mais j'aimerais à un moment donné qu'on puisse voler de nos propres ailes. Alors aujourd'hui, on est énormément aidés, tu vois, la mairie de Maisons-Laffitte est venue nous voir il y a 2 ans en disant on veut vous aider, et cette année ils renouvellent l'événement. Ils ont créé la Mansonienne, ils ont créé plein de choses toute la ville se met aux couleurs de l'association pendant 1 mois. Il y a plein de mairies, la mairie de Margencel, d'Ivoire, d'Évian, dans notre village. À Lyon, ils nous aident aussi. Donc maintenant, l'asso commence à être connu, donc les gens vont chercher des fonds pour nous. Mais n'empêche que c'est un boulot de malade, quoi. On bosse vraiment comme des malades, Donc, voilà, mais c'est génial. Hein. Oui, c'est une aventure, pleine de sens, quoi. C'est une aventure humaine, c'est une aventure pleine de sens. Tu fais à chaque fois plein de belles rencontres. Donc, c'est génial. J'adore. J'adore. Comment t'écoutes ton intuition? Je l'écoute à 100%. À 100%. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours l'impression d'avoir été guidée depuis toujours par une espèce de bonne étoile. Alors, avec tout ce qui m'est tombé sur la tête, c'est difficile de dire bonne étoile, mais quelque part, c'est ça. Et je sais pas, j'ai des flashs de ce que je dois faire. Et à partir du moment où j'ai une idée, je vais toujours jusqu'au bout. Et mon intuition, souvent, elle me donne des indications, notamment dans ma rencontre avec les gens, dans le ventre. Tu vois, ça m'est arrivé de travailler avec des gens où je me disais, celle-là, ça va pas le faire. Et puis finalement, mon côté sauveuse avait envie de les aider. Et puis très vite, je me rendais compte finalement que
que c'était pas ça. Et en fait, mon premier instinct et mon premier ressenti dans mes tripes était toujours très juste. Donc maintenant, je m'écoute encore plus. Quand je ressens pas quelqu'un, très vite, je me dis ça va pas le faire. Et je lui dis très rapidement. Et je suis très intuitive. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas trop dire parce que des fois, tu vois, sur la détection de mon cancer du sein, je l'avais senti. Là, tu vois, quand j'ai été au test peut-être heureusement génétique, parce que finalement, si tu les avais écoutés, tu serais pas, peut-être, tu serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais, peut-être, sûrement. Donc voilà, ouais, je suis très intuitive et ça m'a guidée toute ma vie en fait. Ça, tu vois, par rapport aux intuitions sur les gens et tout, récemment, il y a une personne que je connais depuis très, très longtemps qui m'a fait ce qu'on appelle un beau coup de pute. Et c'est un euphémisme. En fait, tu vois, ce qui est amusant, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que c'est une personne que j'ai jamais sentie, mais que j'ai gardée dans mon entourage. Et tu vois, un des apprentissages, c'est qu'en fait, quand il y a des gens que tu sens pas, quand tu as des gens, ils te prennent ton énergie. En fait, carrément. En fait, on n'a qu'une vie. On a le droit de se dire qu'il y a des gens qu'on ne sent pas. On a le droit de se dire qu'il y a des gens qui nous apportent pas des belles choses dans notre vie. Et c'est les éloigner le plus rapidement possible avant qu'ils nous mangent trop d'énergie. Ouais, alors ça, tu vois, moi, c'est un truc dont vraiment je me suis rendu compte. C'est-à-dire que autour de moi, dans la maladie, il y avait que je me suis éloignée de certaines personnes. J'avais besoin, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, il y a eu des personnes tout d'un coup qui ont gravité autour de moi, et j'avais dit à mon mari, par exemple, elle, ça va pas le faire, et je le savais, et j'ai voulu faire des efforts, mais j'aurais pas dû parce que du coup, ça m'a bouffé pendant 6 mois, et je les avais sentis dès le départ. Et tu vois, dans la première rencontre, je m'étais dit, ah, celle-là, elle est tout ce que je déteste, mais vraiment tout ce que je déteste. Et finalement, mon côté sauveuse peut-être va me dire, finalement, il y a peut-être toujours du bon à prendre chez certaines personnes. Non, chez certaines personnes, il n'y a pas de bon à prendre. Elles sont comme ça, c'est des personnes manipulatrices, c'est pas des belles personnes et c'est pas des gens que j'ai envie d'avoir dans mon entourage. Donc maintenant, j'espère que je vais être plus vigilante, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de me planter. Mais je pense qu'à force de me planter, aujourd'hui, je suis plus dans le vrai, tu vois. Oui, et puis c'est se dire aussi que finalement, on dit que chaque rencontre est un cadeau et se dire, tu vois, je me rappelle quand j'ai fait un TEDx là en mai dernier et j'ai rencontré, c'était une expérience. Là, normalement, il va sortir là d'une semaine à l'autre. J'ai trop hâte. Tu me dis, hein. Ouais, avec plaisir, ouais, carrément. Et j'ai rencontré une personne. Bon, forcément, c'est un jour où j'étais stressée. Et j'ai rencontré une personne qui était vraiment un spécimen. Et je disais à Mélanie, ma stagiaire que j'avais à ce moment-là, je lui disais, chaque rencontre est un cadeau et de voir cette personne, ça me fait dire tout ce que je ne veux pas être. Et de se dire, voilà, pareil sur cette fameuse personne dont je parlais, qui m'a fait une belle saloperie, se dire, en fait, ouais, c'est typiquement, ça me donne un exemple de tout ce que je ne veux pas être et ça, c'est sûr. de toutes les personnes que je ne veux pas fréquenter et se dire c'est en effet on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce sur quoi on a envie d'aller ou pas en rencontrant des personnes où on n'est pas du tout aligné. Ah ça c'est clair. Mais ça, tu vois, je pense que en vieillissant, du coup, je pense que c'est ce qu'on apprend, c'est à tout de suite identifier les gens et à tout de suite les ressentir. Et moi, c'est vrai que je les ressens dans mes tripes. Et tu vois, d'ailleurs, moi, j'ai un groupe d'amis, mais je les ai depuis, alors tu vois, ma meilleure amie, ça fait 26 ans, et mon amie d'enfance que j'ai jamais quitté. J'ai 2 amies d'enfance, Vanessa et Anne, que j'ai depuis 45 ans. Et aujourd'hui, voilà, tu vois, ça fait partie de mon entourage, des femmes qui me quittent pas et qui sont toujours là pour moi. Mais du coup, voilà, je sais identifier tout ce que je veux pas être. Et aujourd'hui, je me dis, alors des fois, je rigolais parce qu'on se disait avec mon mari, j'ai plus de place, je prends pas de nouveaux amis parce que j'avais peur de pas être capable de donner à d'autres personnes. Et finalement, la vie te fait aussi des belles surprises et tu rencontres d'autres personnes dans ta vie. Moi, j'ai mes 4-5 amis très, très proches, Karine, Juliette, Anne, Vanessa, qui sont, voilà, dans mon entourage du quotidien. Mais on rencontre encore de belles personnes. Mais par contre, mon instinct, il m'avertit tout de suite de celles
tu vois, où j'irai pas plus loin, quoi. Ouais. Et c'est vraiment se dire, ok, je le sens pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Au contraire, ça peut être grave. Donc, il faut s'éloigner de ces personnes, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Comment tu célèbres tes réussites? Je les célèbre pas. Je les célèbre pas parce que comment je les célèbre? Quand ça y est, on a terminé quelque chose, j'ai tout de suite envie de faire autre chose. Donc, tu vois, l'année dernière, on a terminé l'album des Optimistes, on l'a mis en ligne sur Spotify. On s'est dit, yes, c'est trop bien. Voilà. Et ben, je passe à autre chose. Du coup, ça m'intéresse plus déjà, presque, tu vois. Alors, par exemple, là, on a écrit les Optimistes. Maintenant, dans mes nouveaux projets, j'aimerais monter une comédie musicale. Je célèbre pas. C'est juste un challenge, quelque chose qui m'a fait tenir et où je me dis voilà. Mais tu vois, il y a eu des moments où tout d'un coup j'ai des coups de blues. Je me dis comment je vais faire, comment je vais arriver à faire tout ça, etc. Et c'est plutôt des copines qui ont tendance à me dire non mais tu rigoles ou quoi? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait cette année? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait cette année? Tu as lancé les séjours, tu as fait les Optimistes, tu as fait l'exposition cicatrice, tu as monté des partenariats. Et en fait, je me rends pas compte parce que c'est dans ma manière de fonctionner. En fait, c'est normal pour moi. C'est un truc qui est normal de monter des projets et de les amener à bien. Donc, en fait, je célèbre pas. Jamais, je crois. Parce que mon envie, c'est d'aller toujours plus loin et d'être... Alors, justement, dans les premiers temps, quand je montais l'asso, chaque réunion, les filles se disaient « Oh non, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir de nouveau ?» En disant bah, « De toute façon, oui, tu vas le faire. » Un jour, on va passer chez Drucker. Je dis ouais, franchement, j'aimerais bien. Donc voilà, c'est des projets et je sais qu'on va aller au bout. Mais une fois qu'ils sont réalisés, passés, je me dis c'est super chouette. Maintenant, allez hop, on passe au suivant. C'est quoi le suivant? Ouais. Parce que c'est ce qui me tient et ce qui me motive en fait. Voilà. Ouais. Mais j'ai des parents qui sont, tu vois, mon papa il a 77 ans, il a monté une imprimerie, et puis après il a été à la retraite et il fait du théâtre et il est sur les planches quasiment tous les week-ends depuis des années. Et ce qu'il fait tenir aussi, c'est ça, c'est de créer des nouvelles pièces alors qu'il a 77 ballets, quoi. Donc toujours d'être dans la créa en fait. T'as des bons gènes. Ouais, bah alors je sais pas, hein, parce que là tu vois de savoir que j'ai cette mutation génétique, waouh, donc eux vont devoir se tester aussi, et moi en plus j'ai une chance sur deux de l'avoir transmis à mes enfants, donc des bons gènes je sais pas trop parce que niveau cancéro c'est pas top, mais ouais alors on a quand même des gènes d'une grosse énergie en tout cas. Ouais. J'ai des parents qui m'ont transmis énormément d'énergie. Et ça a pas de prix, quoi. Mais la dernière fois, mon fils, mon aîné, il est marrant parce que des fois, quand je me lève à 9h, lui, il met son réveil à 6h moins le quart tous les jours. Et des moments quand je me levais le week-end, tu vois, je dormais un peu, 8h30, 9h, il me dit, ouais, maman, t'as pas l'impression d'avoir gâché ta journée? Et je me dis, bon, bah voilà, je leur ai au moins transmis ce gène de l'énergie. Et Olivier est pareil. On est deux personnes pleines d'énergie. Alors, à contre-courant, parce que moi, je suis une lève-tôt et plutôt couche-tôt. Et Olivier, tu vois, il se couche à 2h du mat tous les soirs et il se lève à 8h, quoi. D'accord. Mais tous les deux, on est dans des projets non-stop, dans la créa, quoi. Ouais, ça vous anime. Heureusement que tu m'as dit qu'il fallait prendre une bouteille d'eau, Charlotte. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ça sèche la gorge. C'est ça. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Depuis tout petite, je pense. Parce que quand j'allais voir les paysans, parce que quand j'ai fait de la télé, je pense que je me suis toujours dit pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi? Je pense que ça a été, ça me parle quand tu dis ça. C'est que ça a été mon leitmotiv. Pourquoi pas moi? C'est tout le temps. Ok, j'ai envie de le faire. Pourquoi pas moi? Ouais, pourquoi pas moi? Mais pourquoi pas moi aussi quand j'ai appris que j'étais malade, tu vois. Finalement, ouais, ça c'est aussi un truc. Alors tu vois, ça pourrait s'appliquer. J'aurais envie de dire aux femmes. Ok, le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais pourquoi pas moi aussi? Et si, à travers ce message, je pouvais leur dire, les filles, allez vous faire dépister, parce que le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et si vous faites dépister tôt, eh ben, c'est tout ça de gagner par rapport à la maladie. Ouais, dites-vous, pourquoi pas moi? J'aurais envie de leur dire ça aussi.
parce que oui, ça peut vous arriver aussi, malheureusement. C'est ça dans le pourquoi pas moi, c'est un pourquoi pas moi, point d'exclamation, point d'interrogation, 3 petits points. On met la ponctuation qu'on veut derrière. Avec les symboliques. Exactement ça. Donc, pourquoi pas moi dans tous les sens du terme. Pourquoi pas moi si vous avez envie de faire un truc, n'attendez pas qu'il vous arrive une tuile sur le coin de la figure pour le faire. Mais pourquoi pas moi aussi, faites vos dépistages. Ça, je suis désolée, je suis hyper militante pour ça, mais non, mais bon, c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important. Ouais, mais tu sais quoi, ça paraît super évident, mais c'est pas si évident que ça. Tu sais, quand j'ai appris que j'avais un mélanome ou que j'avais des cellules précancéreuses à l'utérus, il y a des filles qui m'ont dit oh là là, j'ai pas fait mes contrôles gynéco depuis 3 ans. Oh là là, je suis jamais allée checker chez un dermato. Bah ouais, et pourquoi pas vous? Donc si, faites-le, c'est important. C'est super important. Donc c'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est être bien dans ses baskets et être là où tu dois être. Tu vois, je savais qu'en montant cette association, c'était ce que j'aimais faire, mais c'est ce que je disais à Thierry Lhermitte quand il est venu participer au premier séjour Hope cet été. Quand au mois de juin, on a fait ce premier séjour, je me suis rendu compte que j'étais exactement là où je devais être. Et pendant ce séjour qui était très riche émotionnellement, qui était très riche de rencontres, qui était très riche de sentiments, qui était très riche d'émotions. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand France 3 est venu, au début, ils voulaient aussi faire une petite interview de Thierry Lhermitte et de Pierre Durand. Et en fait, ils m'ont dit, c'était tellement magnifique ce que vous nous avez donné. Ils sont repartis avec les larmes aux yeux en disant, on pourrait en faire un documentaire. Et ils ont dit, on n'a pas besoin de plus, on va pas les interviewer. Et moi, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait dans ma vie m'avait mené exactement à ce point d'orgue et que j'étais à la juste place, au milieu de ces femmes, au milieu de ces chevaux, en dansant, en chantant et en peignant. Et que la réussite, c'est d'être là où je dois être aujourd'hui et d'avoir réalisé ce pourquoi je pense que j'étais destinée. Et en fait, tu vois, je me rends compte que toutes les rencontres que j'ai eues, la rencontre avec mon mari, quand je l'ai rencontré, moi j'avais 26 ans, il avait 21 ans. Tout le monde me disait, c'est qui ce bébé avec qui tu sors, qui sait tout sur tout. Et c'est vrai qu'Olive, il avait déjà plein d'envie, plein d'ambition, il voulait monter sa boîte, etc. Et c'est cette rencontre avec lui où on a eu nos 4 enfants, où on a eu plein de galères, mais où il a monté plusieurs boîtes et qui font qu'aujourd'hui, il me permet de faire vivre aussi cette association. Ouais. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est de savoir que tu es au bon endroit, et que tu réalises exactement ce pourquoi tu étais faite. Ouais, et c'est ça. C'est ma mission de vie et je sais qu'aujourd'hui, voilà, je suis au bon endroit. Donc, je veux continuer. Tu vois, par exemple, des fois, je me dis, voilà, je vais créer tout ça. Puis à un moment donné, peut-être que je passerai la main. Mon amie d'enfance, l'autre jour, Anne m'a dit, de toute façon, toi, tu seras jamais à la retraite. Je dis, ouais, c'est vrai, peut-être t'as raison. Je serai jamais à la retraite. Ouais. Mais voilà, c'est ça pour moi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que la petite Adèle de 6 ans te dirait si elle te voyait aujourd'hui? Refais tout pareil. C'est marrant, j'ai rencontré des filles j'ai re-rencontré des filles qui étaient avec moi dans ma classe de terminale et qui m'ont dit ah non mais toi en fait tu savais déjà ce que tu voulais faire et moi je m'en souviens pas. Mais elle me dit tu savais oui, tu savais que tu voulais créer des choses et avancer et ben visiblement ouais je savais déjà. Donc refais tout pareil. Je pense que je referais exactement pareil. Et sans aller plus vite, en rencontrant les mêmes personnes, même les personnes qui sont nocives, parce que finalement, elles m'ont appris des choses. Alors, ça m'aurait peut-être épargné 6 mois pas de burn-out, mais peut-être de mini-dépression, où ça m'arrivait en rencontrant des personnes qui étaient vraiment pas des belles personnes, tu vois, de beaucoup pleurer, de beaucoup ruminer et finalement mon instinct aurait dû me dire plus tôt. Mais peut-être est-ce que ça m'a pas permis de grandir aussi et d'apprendre sur moi et d'apprendre sur les autres aussi. Donc je pense que je referais tout pareil dans mon parcours de maladie aussi parce que si finalement ça a révélé des ressources en moi
que je soupçonnais pas. Je m'en serais passée, hein, mais est-ce que j'aurais créé Hope? Est-ce que j'aurais fait tout ça? Est-ce que je me serais aussi ouverte envers les autres si j'avais pas été malade? Je sais pas. Je peux pas répondre. Donc, j'aurais envie de dire, la petite Annabelle de 6 ans, elle te dirait, refais la même chose. Ouais, sûrement. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? J'en ai pas. J'en ai pas. Je pense réellement que j'en ai pas. C'est-à-dire que quand j'ai mis un point à ma carrière en audiovisuel, peut-être que c'était... je sais même pas si c'était difficile parce que je l'ai fait parce que je voulais aussi profiter de mes enfants. Je crois que j'ai renoncé à rien. J'ai 0 regret. Non, sincèrement, je crois que j'ai renoncé à rien. Même si, tu vois, quand Olivier m'a dit ouais, tu vas vraiment mettre un point à ta carrière parce que tu pourras peut-être pas faire les deux, que tu seras loin. Et franchement, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets et j'ai pas de renoncement parce que tout ce que j'ai voulu faire, aujourd'hui, tu me dis, parce que des fois, c'est aussi quand je rencontre des gens, c'est ce que je dis, si j'ai une baguette magique aujourd'hui, tu veux faire quoi? Eh ben, moi, si j'ai une baguette magique aujourd'hui, je veux être exactement là où je suis. Donc, je crois que j'en ai pas. Quelle a été pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans ta vie et comment tu l'as surmontée? Je pense mon cancer du sein. Hein. Je pense que ça a été la plus grosse claque de ma vie parce qu'en fait, quand tu apprends ça, tu as 44 ans, j'ai 44 ans. Mon aîné a 14 ans, donc les enfants, ils ont 14, 12, 9 et 7. Charlotte, elle a 7 ans. Là, tu te prends vraiment une claque. Tu as l'impression que ta vie va s'arrêter. Que moi, je me suis vue mourir. Hein. Donc, clairement, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Et je me suis dit, waouh, tout ce que je vais pas vivre, je vais laisser mes enfants tout seuls, etc. Donc ça, ouais, ça, franchement. Et tu vois, ça a été. J'ai fait pas mal de MDR pour faire sortir tout ça. L'annonce du cancer, ça a été quand même. C'est quand même une très très grosse claque et c'est surtout un truc auquel tu t'attends pas du tout à 44 ans. Surtout que j'ai toujours eu l'impression d'être portée par une bonne étoile. Donc voilà, je ressens encore l'émotion de ce sol. J'étais avec mon amie Anne-Rachel, de ce sol qui s'ouvre sous mes pieds en me disant ouah, comment je vais faire. Ça a été, je pense, ma plus grosse difficulté, réelle à affronter. Vraiment. Le MDR, pour ceux qui connaissent pas, c'est une technique qu'on peut faire chez les psychologues, hypnothérapeutes, qui permet, grâce à un petit bâton que tu suis du le mouvement des yeux, le mouvement des yeux qui permet de désancrer, à la fois faire prendre conscience et désancrer dans les cellules des traumatismes. Et enfin, moi, je sais que j'en ai fait souvent et je continue. Et c'est impressionnant comme ça aide. Et c'est génial. Et tu vois, la première fois, alors justement, je l'ai fait avec, du coup, celle qui est devenue aussi une amie, Sylvie Laloux, qui est la psy de Hope. Et la première fois, elle m'a dit, bon, on va traiter l'annonce du cancer. Et il y a plusieurs étapes. Tu as de la phase 1 à 5. Et moi, je suis allée directement en phase 5. Et tout est sorti comme en flot. Tout est remonté à la surface, tous les décès dans la famille par cancer, etc. Et c'était très bizarre. J'avais l'impression, tu sais, de vivre comme si c'était une espèce de contraction, une vague qui montait. Ouais. Et effectivement, c'est une technique qui a été utilisée pour les traumatisés de guerre, pour leur faire revivre. Et en fait, ça permet à ton cerveau, alors ils savent pas vraiment comment expliquer, sauf que ça se voit à l'imagerie médicale, de retraiter les bonnes informations et que ton cerveau les classe dans un bon tiroir pour qu'elles te fassent plus de mal. Ouais. Donc, tu es capable d'en parler, mais ça te fait plus de mal. Donc, moi, j'ai traité tous les différents traumas qui m'arrivaient. Et en fait, on a dans les stages découvertes Sylvie qui est là et qui fait de l'EMDR sur les patientes parce que très souvent, quand elle parle de la maladie, parce qu'on a toujours un temps d'accueil où chacune se livre ou pas, hein, ça dépend si elle a envie, c'est pas une obligation. Mais et du coup, elle fait des petits tapotements sur les épaules. Et c'est marrant parce que des fois, tu passes des larmes aux crises de fou rire. Et ouais. c'est assez dingue comme ça marche super bien. Donc, le MDR, ça marche. Ça marche sur le burn-out, ça marche sur plein de choses. Sur des peurs du vertige, sur plein de choses. Et c'est vraiment
C'est très, très, très puissant. Après, Ah il faut tiens, le juste... vertige. Ouais, j'ai pas Ouais, le essayé. vertige aussi, ouais. Et ça, alors, ça peut ou pas, parce qu'après, ça dépend aussi des origines, ouais, ce qui est fou, c'est que ça, enfin, il faut être conscient que tu vas vivre un moment pas agréable, parce que tu vas revivre, en effet, le trauma, les émotions, Ouais. l'oppression, tout ça. Donc, c'est pas un moment très agréable au moment de le vivre, mais après, tu te sens mais libéré, c'est incroyable. Ah, c'est génial, c'est Ouais. génial. Et moi, je l'ai conseillé à des gens et franchement, et je le vois sur les femmes, c'est juste dingue. Donc ouais, voilà, ouais, ça m'a pas mal aidé. Et du coup, je me souviens plus quelle était ta question. La plus grande Euh, difficulté que tu as eu à traverser ouais, dans bah ta voilà. vie. Et donc voilà, je me suis pas mal fait aider parce que effectivement, voilà. Après, j'ai eu une autre difficulté aussi quand mon aîné a eu pas mal de soucis de santé. Donc, t'imagines, t'as des enfants, donc quand t'as un premier bébé, c'est waouh, Ouais. il naît, tu te dis voilà comment je vais aimer. Comment est-il possible qu'un être que je ne connaissais pas il y a 5 minutes, comment je peux l'aimer autant? Ouais. Et il a eu pendant une année plein de soucis de santé. Il était branché à un appareil parce qu'on avait peur qu'il fasse la mort subite du nourrisson. Ah Bon, ouais, bref, je te passe les détails, compliqué. mais quand il a eu 2 mois, on m'a dit, écoutez, on ne sait pas s'il a le sida ou une leucémie. Et le sida, je ne sais pas comment il aurait pu avoir le sida, il n'avait pas été, tu vois, transfusé Ouais. ou quoi que ce soit. Mais en gros, voilà, ça a été aussi ouais, une de mes grosses trouilles. Et au Et final, je me souviens que j'ai maigri de 15 kilos et on n'a jamais su. Et du coup, on n'a jamais su ce qu'il a eu. Ma belle-mère, qui était biologiste, m'a dit, écoute, ces analyses de sang étaient hyper bizarres. On n'a jamais su ce qu'il a eu. On n'a ok. jamais, voilà, c'était, enfin, idiopathique, voilà. Et aujourd'hui, c'est un grand gaillard en pleine Et il va santé, bien. hyper canon, look de surfeur, brillant, intelligent. Comme tous mes 4 enfants, je suis folle de mes enfants. C'est super dur parce que là, tu vois, la semaine dernière, j'ai ramené l'aîné à Lyon, le deuxième, il partait à Singapour. C'est la première fois qu'un de mes enfants part si loin. Et j'ai encore les deux petits, Mathieu et Charlotte, ici, mais ça me fait bizarre. Et des fois, je me dis, j'angoisse parce que dans 3 ans, alors j'y pense pas vraiment, hein, mais dans 3 ans, Mathieu part l'année prochaine et dans 3 ans, j'ai plus Charlotte. Alors je me Ouais. dis, je vais faire des poneys, hein, donc j'ai des poulinières, je vais faire des poulains. Je sais que je m'ennuierai pas parce que je Ouais. suis hyper active et même, tu vois, mon angoisse des fois, c'est de me dire, des fois, je dis à Charlotte parce que je suis hyper fusionnelle avec Charlotte, je dis, est-ce que je suis assez présente, ma chérie? Voilà, est-ce que je pourrais être plus là? Et des fois, Charlotte, elle me dit, mais oui, maman, de toute façon, tu pourrais pas ne rien faire et t'occuper que de nous. Tu as besoin d'être dans l'action et je suis tellement fière de toi et de tout ce que tu fais. Donc voilà. Ah, Mais ce c'est que chouette. j'aime plus que tout, c'est être entourée de ma fratrie. Je suis très mère poule. D'ailleurs, faut pas faire de mal à mes gosses parce que j'aime pas du tout. Et je suis pas juive, mais je pense que je suis comme une mère juive. Je sors les griffes dès qu'on fait du mal à mes enfants. C'est quoi tes plus grandes peurs? De mourir, de mourir, ouais, de mourir. J'ai peur. Alors j'ai beaucoup appréhendé la mort et j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais comme je crois pas en une autre vie. Ouais. Et de laisser tous les gens que j'aime. Alors, je pense qu'effectivement, je pense qu'on leur a donné des armes pour se construire et pour vivre correctement sans nous. Je pense qu'ils sont bien armés pour la vie. Mais ouais, et puis que la vie s'arrête, en fait, j'aime tellement la vie, j'aime tellement rencontrer des gens, j'aime tellement vivre à 100 à l'heure, j'aime tellement le sport, la créa, la lecture. Ouais, j'ai peur que la vie s'arrête. Et puis, ouais, je trouve que c'est une étape quand même quand tes enfants s'en vont. Hein. Je sais pas quel âge ils ont, les tiens, Alors, les mais miens, ils ont 11 ans et 8 ans, donc ça va arriver, mais j'ai encore un peu de temps. t'as encore un peu de temps. Et tu Ouais. vois, à un moment donné, avant qu'il fasse prépa, l'aîné, comme il était très doué en sport et dans les études, mon mari avait dit, oh, peut-être qu'il faudrait qu'il parte aux US parce qu'il pourrait tout combiner. Et pendant 1 mois et demi, il a été question qu'il parte à l'étranger et ça a été mais atroce. J'ai fait que pleurer pendant 1 mois et demi. Et j'avais dit à la psy, il faut que je vais faire un burn-out, c'est pas possible. Et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, mais j'étais Ouais. un espèce de flot. Et puis après, en fait, il a fait prépa à Annecy, donc à 3/4 d'heure de la maison. Et quand je l'ai emmené, il m'a dit,
je suis super fière de toi, en fait, tu pleures pas. Je dis, bah non, quand j'ai imaginé que tu allais partir à Paris, aux US et que là, t'es que à Annecy. Et là, pareil, je redoutais le départ d'Alexandre, mais voilà, il était déjà à Lausanne, donc loin de la maison. Donc voilà. Mais je trouve que c'est une étape, hein, quand tes enfants, ils partent. C'est pas la peur de l'ennui, c'est que voilà, t'avances. C'est une nouvelle vie, hein. C'est une nouvelle vie. Après, tu vois, j'ai 52 ans, j'ai vieilli, mais aujourd'hui, il y a une des filles de l'asso, la dernière fois, on a rediffusé un reportage des débuts de l'asso qui me dit on a pris des rides. Et je lui dis ouais, mais Corinne, on est encore là. Donc du coup, voilà, tu vois, le matin, tout à l'heure, on a mis la caméra, je t'ai dit merde, j'ai une sale gueule, je suis pas maquillée et tout. Je le vois aujourd'hui que voilà, j'ai 52 ans, mais j'ai pas peur de vieillir parce que je me dis si je vieillis, c'est tout ça de prix. C'est tout ça de sursis sur la maladie. Et voilà. Ouais. Donc, mais mourir, ouais, c'est pas, voilà. C'est pas... Et puis, peut-être plus que mourir, c'est la déchéance à travers la maladie. Ça me ferait vraiment flipper. Ouais. Tu vas de me voir diminuer. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc, voilà. On va rebondir sur une note positive. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De ma famille. Je suis très fière de ma famille. Je suis très fière de mes enfants. Je trouve que ce sont ouais, je suis très fière de ma famille. Alors des fois, quand on s'engueule avec mon mari, je dis, tu sais, parce que des fois, ça fait 26 ans qu'on est ensemble, donc des fois, je dis, ouais, tu vois, ta carte postale sur ton bureau, ça fait bien sur ton bureau. Et puis après, je me dis, en fait, ouais, on a créé une super famille. On est toujours ensemble 26 ans après. Ouais, et on a créé des chouettes gosses qui sont super intelligents, qui sont hyper autonomes et qui sont hyper des merdes. Alors après, ouais, ils ont une chance incroyable parce nous, quand on s'est rencontrés avec Olivier, on n'avait pas un radis. Et aujourd'hui, mes enfants, ils vivent super bien et ils manquent de rien. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais je suis très fière d'eux parce que je trouve que ce sont des belles personnes. Donc, tu vois, j'ai un peu l'émotion qui monte, justement. On va passer. C'est une émotion parce que je me dis que comme je leur ai peut-être légué ce putain de gène hyper rare, j'espère que je leur ai pas légué ça. Mais voilà, ouais, je suis très fière. Je suis super émotive, Charlotte. Pas de souci, je sais ce que c'est. Vous aurez les résultats dans combien de temps, de savoir si... Ben écoute, je sais pas parce que moi quand je l'ai eu, c'était 6 mois d'attente. Mais là, eux, on va leur tester spécifiquement ce gène-là. Ouais. Mais tu vois, comme ils sont. Arthur m'a dit l'autre jour, ouais, ben maman, écoute, c'est pas grave. Si on l'a, au moins, on saura quelle attitude adopter par rapport à ça. Mais tu dis merde. Tu vois, je me dis. Mon mari, c'est quelqu'un de hyper brillant, super intelligent. Alors des fois, moi, ça a été un de mes complexes dans ma vie. J'ai le syndrome de l'imposteur. Tu vois, des fois, je me dis comment j'ai pu faire tout ça. Et des fois, j'ai pas confiance en moi. J'ai toujours l'impression que je suis pas cultivée. Et la psy, elle me dit, de toute façon, vous êtes tous HP dans la famille. Elle dit, c'est pas parce que t'étais moyenne à l'école que t'es pas quelqu'un qui fonce et voilà. Mais je me dis des fois, Olivier, il leur a filé cette intelligence vive où ils ont une mémoire qui est sidérante et ils enregistrent tout en 10 secondes. Et moi, je pense que je leur ai donné une intelligence émotionnelle parce que je pense que c'est ce qui me caractérise. Je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Je ressens les gens. Et voilà, donc je pense qu'on a fait un bon mix de tout ça, mais voilà, j'espère qu'on leur a pas filé ces merdes parce que voilà, Olivier, il a aussi un truc génétique sur un truc cardiaque, il a une modification d'une aorte, tu vois, donc mais voilà, donc voilà, on peut pas leur filer que des bonnes choses. Ils vivent ils ont un confort de vie qui est absolument incroyable. Et puis ils ont l'exemple d'une maman avec une résilience incroyable aussi, et ça c'est un des plus beaux cadeaux. Hein. Ouais, voilà. Et même des fois que c'est pas toujours facile parce que tu vois, à chaque fois que j'ai une petite me dise ouais, mais t'es une guerrière, tu vas y arriver. Puis je me dis ouais, mais si un jour je flanche quoi. Alors tu vois, alors après ma manière de réagir, c'est aussi là, tu vois, par exemple ce week-end, j'aurais dit écoutez, je suis désolée. Je vais beaucoup pleurer ce week-end, mais j'ai besoin, laissez-moi le temps de prendre conscience de ce qui m'arrive, d'accuser le coup et de pleurer.
ça, c'est aussi ma résilience. Et j'ai écrit une chanson d'ailleurs, qui s'appelle Résilience, je me suis levée une fois au milieu de la nuit et le lendemain, j'ai dit à ma copine prof de chant, voilà, tu vas me la mettre en musique, je sais que je veux ça en musique et cette chanson, c'est ma chanson. Et voilà, mais il me faut un moment pour accuser le coup aussi, tu Ouais, vois. puis c'est important, tu vois, moi je sais que j'en parlais avec ma psy cet été et elle me disait, vous savez, vous avez le droit de pleurer, vous avez besoin de pleurer et surtout ne vous interdisez pas de pleurer devant vos enfants parce que ça leur montre aussi que eux ils ont le droit d'être vulnérables et que dans la vie, C'est sûr. quand on a des choses difficiles à affronter, eh bien ça fait partie de ça fait partie de la vie et que surtout ne vous interdisez pas de pleurer. Et dès que j'ai les yeux un peu qui piquent, les enfants, ils me regardent, ils font, maman, tu pleures. Je fais, alors, promis, dès que je pleure, je vous le dis, enfin, de toute façon, ça se voit, mais je vais pas vous dire que je pleure pas alors que je pleure. Enfin, vraiment, tu vois, je me suis dit, les enfants, je vais être, enfin, voilà, de toute façon, je suis un livre ouvert. Et l'idée, c'est vraiment de dire, de pas s'interdire de pleurer parce que sinon, tu bloques le truc en toi, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, tu vois, ce week-end, je me suis rendu compte j'avais pas repris conscience aussi de notre manière d'aborder les choses. Et c'est vrai que quand on m'a expliqué ça, ok, vous avez ce gène super grave. Au début, je me suis dit bon, allez, voilà, je l'ai pris un peu sur le temps de la distance et de l'humour. Puis après, j'ai pleuré tout le week-end. Et puis après, quand ça allait mieux dans mon mental, c'est mon corps qui a pris le relais. Je me suis vidée pendant 2 jours. Ouais, je me suis vidée, ce qu'on appelle, tu sais, la peur au ventre, etc. Et en fait, tu dois accepter toutes ces étapes qu'on doit passer, de se dire, voilà, c'est des choses nécessaires. Et je sais que voilà, après, je vais reprendre les rênes et que ça va le aller. Corps, c'est incroyable. C'est marrant que tu parles de ça parce que hier, j'ai discuté avec une amie, elle me dit ça va parce qu'en ce moment, j'enchaîne, enfin, j'ai rien de grave, mais j'enchaîne les trucs de santé. Et je passe ma vie chez un médecin et tout, mais à chaque fois, c'est pas grave. Mais à chaque fois, tu regardes dans le dictionnaire des mots et des maladies, tu dis ouais, c'est ça. C'est complètement cohérent avec ce que je suis en train de vivre. Mais tu te dis, putain, autant avant, je me disais, mon corps, il me parle pour me dire, tiens, Charlotte, rends-toi compte. T'es là, mais c'est bon, je m'en suis rendu compte, fous-moi la paix. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, ton corps te parle, ton cerveau, c'est ton deuxième cerveau, quoi. Hein, de toute façon. Et quand on disait, tu vois, quand on parlait d'intuition tout à l'heure, dans les tripes, mais oui, c'est ça. Et notre corps, il ressent tout. Et d'ailleurs, dès que tu as peur, c'est aussi là que ça se loge. Hein, ton corps, Après, ce qui est une bonne nouvelle ou pas, je sais que finalement, tu te dis que, vu tout ce que tu as traversé, ton corps, tu l'écoutes. Et en fait, plus tu écoutes ton corps et plus, finalement, il te parle, tu l'entends, en fait. Mais. Ah, c'est sûr. Tu vois, moi, pourquoi, quand j'ai toujours eu des micro-calcifications, pourquoi, à ce moment-là, je suis allée faire des examens plus loin? Tu vois, pourquoi, quand je me suis retrouvée en génétique, elle m'a dit, bon, vous n'avez pas les cancers génétiques du sein et des ovaires, mais pourquoi j'ai poussé à aller faire ce truc sur le mélanome? Donc, ton corps et ton mental, à un moment donné, je pense qu'il faut écouter son corps et son instinct, c'est clair. L'instinct, ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Waouh, un conseil que j'aurais aimé, alors que j'aurais aimé recevoir. Je pense que j'aurais aimé pouvoir être prise en charge plus rapidement, d'être aidée plus rapidement par un psy, parce que moi j'ai été très angoissée toute mon enfance et je pense que j'aurais dû aller voir des gens pour m'aider parce que j'ai eu l'impression que je me suis débarrassée de mes angoisses quand j'ai eu un cancer à 44 ans et c'était trop tard et j'ai commencé à aller voir alors j'ai pas quelqu'un qui me suit, tu vois, aujourd'hui, mais quand je vais pas bien ou que j'ai un coup de mou, j'hésite pas à aller demander de l'aide. Et oui, je pense qu'il faut aller demander de l'aide quand Moi, j'aurais préféré ne pas vivre avec toutes ces angoisses pendant toute mon enfance et jusqu'à 44 ans. Et si j'avais pu, j'aurais dû aller voir quelqu'un plus tôt. Ça, c'est clair. Donc, j'aurais aimé qu'on me dise, demander de l'aide, c'est pas honteux, t'as le droit. C'est clair. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, peut-être de croire en moi,
parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur. Et Fred Lopez, je pense qu'il m'a pas mal aidé par rapport à ça, parce que quand il m'a parachuté à l'antenne, j'ai pas eu le choix. En fait, c'était Fred Lopez et puis aussi le directeur de Canal aujourd'hui qui était Gérald Brice. En fait, j'étais assistante sur leur émission et il y avait une chronique shopping et la fille qui la présentait, Sylvie Barbier, pouvait pas venir ce jour-là et on recevait les inconnus. Et ils m'ont dit, tu vas faire la chronique. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Et je me suis retrouvée à faire une chronique shopping. J'ai retrouvé il y a pas longtemps, c'était super drôle, avec les inconnus. Ouais, de croire en moi et même si instinctivement j'ai toujours cru, mais je me suis toujours dit, j'avais toujours ce truc de me dire, mais pourquoi moi? En fait, moi, c'était pas pourquoi pas moi, mais pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai le droit de faire ça? Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que j'ai toujours pensé que j'avais pas les capacités. J'avais toujours ce truc de me dire peut-être je suis un peu conne, je suis pas assez cultivée ou je sais pas. Tu sais, ce syndrome de l'imposteur. Donc vas-y. Ouais, peut-être. Vas-y. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, vas-y, fonce, te pose pas de questions. Ouais. Et comme mon mari et comme moi, je pense que du coup, c'est ancré maintenant depuis quelques années. Mais voilà. Ouais, peut-être que Fred, il m'a aidé pour ça, à un moment donné, vers 20 et quelques, 20 ans, ouais. C'est quoi tes prochains défis? Monter une comédie musicale. Ouais. J'ai envie de monter vraiment une comédie musicale avec des filles qui ont été malades. On a déjà beaucoup de chansons qu'on a écrites. Et ça, c'est un de mes rêves. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment un de mes rêves. Parce que j'ai envie, en fait, voilà, j'ai envie qu'on devienne les enfoirés du cancer. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu prétentieux, mais j'aimerais vraiment qu'on réalise ça parce qu'en fait, alors, par exemple, tu vois, Fred Lopez, quand on a préparé le gala, il m'a dit, Anna, on a l'impression que vous rigolez beaucoup chez Hope. C'est quand même pas super drôle d'avoir un cancer. Je dis non. Et en même temps, quand une fois qu'on s'est parlé de nos petits bobos et tout ça, sérieusement, on rigole quand même beaucoup. Et j'ai envie qu'on continue parce que les filles, elles se sont appelées elles-mêmes les optimistes. Et on est vraiment aujourd'hui une belle communauté. Tu vois, on a vu passer près de 500 femmes. Et ouais, j'ai envie de créer une comédie musicale. C'est mon rêve. J'ai envie qu'on soit sur scène pendant une tournée et qu'on danse et qu'on chante et qu'on raconte la maladie et qu'on soit résiliente à travers ça et qu'on puisse dire aux gens, on peut la dépasser, on peut en faire quelque chose. Et même si on est un peu en sursis, voilà, la vie continue et profitons de chaque moment qui passe. Ouais. Yes. Yes. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À Frédéric Lopez, parce qu'il a quand même marqué ma carrière professionnelle et il sera là aujourd'hui. À mon mari, bien évidemment, d'être à mes côtés depuis 26 ans et surtout dans les moments difficiles parce qu'il est quand même très, très présent et mon ami d'enfance me disait, il t'aime quand même cet homme. Donc voilà, pour notre anniversaire et ses 45 ans, il a fait un discours où mes copines m'ont dit, tu te rends compte la chance que t'as? Nous, on nous a jamais dit ces trucs comme ça. Tout le monde a pleuré. Et pourtant, on n'est pas facile à vivre et l'un et l'autre au quotidien et on peut s'engueuler et voilà. Mais lui dire merci à mes enfants aussi, d'être là au quotidien, de m'apporter tout ce qu'ils m'apportent. Et puis, j'ai quand même mes deux meilleures amies qui sont alors Juliette Tuné qui est à la tête de l'asso avec moi et puis Anne qui est mon amie depuis 44 ans. Alors il y a Vanessa aussi et Karine, mais Juliette et Anne, elles font partie de mon quotidien. Elles sont là tous les jours et dès que j'ai une merde, c'est vers elles que je me tourne. Elles m'ont jamais jugée. Alors aucune de mes amies, hein, mais j'ai envie de leur dire à toutes Vanessa, Karine, Juju. Elles sont là dans mon quotidien, elles font partie de mes vacances, elles font partie de mes plus beaux moments. Et puis dans les dernières années, je dois dire aussi que Mélanie aussi, avec qui je me suis mise au piano il y a 3 ans, avec qui j'ai écrit Les Optimistes,
je me suis rendu compte en fait que si tu veux, l'équitation m'apportait autant que le chant. Et elle est là aussi dans mes moments de résilience. Et c'est une belle personne que j'ai rencontrée il y a que 3 ans. Donc j'espère que dans 20 ans, je pourrais dire encore la même chose. Mais je crois pas me tromper. Mais voilà, mes amis sont super importants aussi. Et puis à mes chevaux. J'ai envie de dire merci à mes chevaux parce que quand je vais pas bien, ils sont toujours là. Et dès que je vais les voir, voilà. Et puis merci aussi à mes parents de m'avoir donné la vie et de pouvoir construire tout ça. Donc ma famille, mes amis, c'est super important. Il y en a sûrement que j'oublie en route, parce que voilà. Et puis merci aussi à toutes ces optimistes, voilà, qui aujourd'hui, je leur ai donné beaucoup, mais elles me rendent, et à chaque fois que j'ai un coup de blues aussi, elles sont là. Donc on est toute cette communauté d'optimistes avec Nicolas et tous ces gens, voilà, toutes ces belles personnes qui m'entourent. Voilà. Génial. C'est dur de remercier des gens. C'est hyper dur. Un grand merci voilà. Annabelle, et puis merci à Charlotte Bouvard qui a monté l'association SOS Préma de nous avoir mis en relation. Merci beaucoup. Je suis ravie de ce moment avec toi. Et puis, de toute façon, je mettrai donc tout le lien vers l'association sur le blog. Est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion pour si vous avez besoin d'aide d'aide de fonds pour l'asso? Ouais, alors bien sûr, et si vous voulez nous faire des dons, alors c'est sur Hello Asso. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, même une petite contribution, la contribution de tout un chacun, c'est ce que je disais l'autre jour sur Facebook, j'ai 5000 amis sur Facebook. Si chacun me donne 10 €, c'est déjà énorme. Donc voilà, vous pouvez nous faire des dons sur Hello Asso et ça nous permet de continuer à avancer, parce que c'est vrai que des fois, moi, je me dis que je passe tellement de temps à rechercher des fonds que si aujourd'hui je pouvais être encore plus sur le terrain, génial. Donc voilà. Et puis merci à Charlotte Bouvard, merci beaucoup à toi Charlotte de donner la parole à ces femmes dans Pourquoi pas moi. Un jour je ferai peut-être ton portrait aussi, parce que alors c'est vrai que je fais des portraits de femmes sur la chaîne YouTube qui ont été malades, mais ça peut être aussi des portraits de femmes résilientes. Donc on Avec aura plaisir. l'occasion d'en reparler. Donc merci beaucoup. Et ça passe quand, en fait? Ça va passer. Alors, nous sommes le 8 septembre et ça passera dans 3 semaines. 2-3 semaines. Ah, super. Ouais. Juste avant le gala. Donc, c'est super. Donc, merci à toutes et puis merci pour votre écoute, en tout cas. Voilà. Merci. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Pour retrouver Annabelle et l'association, je vous mets tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. Si le podcast vous plaît, soutenez-le en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et je vous dis à la semaine prochaine.